Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre triptyque sur la paix. Et aujourd'hui, on va aborder la paix du côté de la sphère figure maternelle. Avant que j'entre dans le vif du sujet, je dois rectifier une erreur. Lors de l'épisode précédent, où j'ai parlé de la figure paternelle, ce que ça représente pour moi aujourd'hui, l'évolution de mes rapports avec mon père, j'avais teasé qu'aujourd'hui, j'allais utiliser la chanson Mama Lova d'Oxmo Puccino. Et j'avais dit que c'était un de mes sons préférés de l'album Opéra Puccino. Or, c'est une erreur de discographie. Opéra Puccino est sorti en 1998. Or, Mamalova fait partie de la discographie de Keops. Ouais, c'était sur Sad Hill, sorti en 1997. Et Mamalova ne fait pas du tout partie de la discographie d'Oxmo Puccino. Donc, c'est pas du tout sur Opéra Puccino. Ce que je peux maintenir, par contre, et je le maintiendrai jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est que Le jour où tu partiras, le featuring avec Karine, c'est évidemment ma chanson ultime préférée sur Opéra Puccino et peut-être de toute la discographie d'Oxmo. Voilà, c'était important que je rectifie le tir. Ici, quand on fait une erreur, on le reconnaît et on corrige. Bon, alors, dans cette chanson, Mamalova, et j'ai vraiment choisi Mamalova parce que c'est un vrai surnom de ma mère. Vous pouvez demander à mon amie qui date on se connaît depuis 2002, elle et moi. Elle-même, pour elle, ma mère, c'est Mamalova, pour vous dire à quel point. Dans la chanson, Oxmo Puccino démarre son couplet en disant: «Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie, ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie?» Moi, je vais vous répondre: ma mère, évidemment. Mais c'est pas forcé. C'est pas forcé. Mère biologique, mère d'adoption ou figure maternelle autre, on n'est pas obligé de les aimer et encore moins toute sa vie. Mais pour moi, la réponse est évidente, c'est ma mère. C'est une phrase qui a tout du FC pour tout pour la mama, clairement, mais mes frères et moi, bon, on s'est quand même calmé, surtout moi, mais notre daronne, on la met sur notre tête. C'est elle notre couronne, donc clairement, ouais, tout pour la mama. Mais je vais vous expliquer dans quelle dimension. Ce que je ne vais pas faire, c'est vous présenter ma mère en disant: «Elle s'est sacrifiée, elle a tout donné pour ses enfants», parce que justement, c'est une erreur permanente du FC tout pour la mama, de présenter en général la maman comme, la celle qui tient le foyer, celle qui se sacrifie, celle qui vit dans l'abnégation, et on sait jamais rien de la personnalité, du caractère de la maman en question. Bah, moi, je vais vous dire c'est qui ma mère. J'aurais adoré que ma mère se présente elle-même. Sauf que, de un, ma mère est très bavarde en réalité, elle ne sait pas quand s'arrêter. Et de 2, ma mère est timide, en tout cas face aux personnes qu'elle ne connaît pas. Elle ne vous connaît pas, elle aurait été timide et puis exercice avec un micro et compagnie, ça ne lui aurait pas convenu. Donc je m'en charge pour elle. Qui est Mama Lova? Je vous avais dit dans l'épisode précédent que mes 2 parents sont des tronches. Je réitère. Ma mère est diplômée d'une licence de sociologie. Rien que ça. Pour rappel, ma mère est née en 56, si oui 56. Donc ouais, ma mère a une licence de sociologie. Elle bosse, encore, oui, malgré son âge, elle bosse encore, jusqu'à dans pas très longtemps d'ailleurs. Elle bosse dans un ministère, elle, travaille pour l'État français. Elle fait partie de ce qu'on appelle la fonction publique d'État et son métier, on va dire, c'est de travailler sur l'accessibilité d'un certain domaine que je ne peux pas nommer, pour les publics sensibles. Donc ça va être les personnes, malades, en situation de handicap, les personnes âgées et les personnes, de l'univers carcéral. Et d'ailleurs, une des plus belles journées de ma mère dans tout son travail, ça a été de voir le fruit de son métier, de voilà, de ce qu'elle a fait, investi et cetera, dans une prison. Enfin, dans plusieurs prisons, mais il y en a une particulièrement où elle avait, adoré sa journée. Donc quelqu'un de très, très investi, pour rendre à la société, pour essayer d'instaurer une sorte d'équité quelque part pour les personnes qui sont oubliées, et ça, c'est typiquement ma mère.
voilà. Donc très intelligente, elle est dans le partage, vraiment. Ma mère est un personnage, c'est un personnage. Elle est vraiment bon délire, mais dans plusieurs dimensions. Je vous avais dit que mon père, c'était full ambiance, ma mère, c'est pareil. Toutes les fêtes qui se passaient quand j'étais enfant, c'était pas du tout uniquement du fait de mon père, loin de là. Ma mère a toujours été un moteur d'ambiance, surtout pour les autres. Quand ça la concerne, elle n'aime pas du tout être au centre de l'attention et sur ça, je lui ressemble beaucoup. Donc vraiment de full ambiance et en réalité, elle a, ce côté, un peu, moteur, moteur de fête, moteur de voilà. Elle aime quand ça rit, quand c'est jovial, quand, on mange bien et de toute façon, elle continue, de le prouver à chaque instant. Effectivement, quand on était en vacances en famille, il y a, je sais plus, un mois et demi, ma mère, tu lui mets un peu de musique, elle commence à danser, elle s'arrête jamais. Elle a beau avoir mal au dos, c'est pas grave. Il y a de la musique, elle va danser. Vacances en famille, un pauvre repas un samedi ou un dimanche où on est tous ensemble, à n'importe quelle occasion. Je parle même pas des baptêmes, mariages et tout parce que ma mère, elle va danser jusqu'à ce que la musique s'arrête et quand on était en vacances en famille, donc on était, donc un groupe de voilà de enfin ma génération, en tout cas les plus jeunes et parfois quand on sortait, en boîte ou dans des rooftops, elle nous regardait, elle disait: «Mais les enfants, vous sortez sans moi là?» «Oui, oui madame, c'est notre maman en fait». Enfin, il y avait mes cousins aussi, mais c'est notre maman à tous quoi qu'il arrive. On lui a dit: «Non, non, nous on va sortir entre nous, toi tu restes à la maison en fait». C'est pour ça que je vous dis, ma mère c'est vraiment un personnage et elle aime trop rire. Ma mère, elle a ses blagues préférées qu'on connaît tous par cœur, elle va te les répéter comme si c'était la première fois et elle va en rire comme si c'était la première fois et du coup, nous, c'est la voir rire qui nous fait rire. Vraiment, elle est incroyable là-dessus, elle rigole tout le temps et alors ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, je vais vous en parler et c'est également mon meilleur public. Je vous ai dit que mon père, je le fais rire de fou. Ma mère, je lui ponds des one woman show. Quand je dois lui raconter quelque chose, mise en scène, lumière, caméra, action et à chaque fois quand elle pleure de rire, je me dis: «Ouais, c'est bon, elle a bien compris mon histoire parce qu'elle est en train de vivre le moment avec moi comme si elle avait été là». Que dire d'autre sur ma mère? Quelqu'un de très généreux, de trop généreux d'ailleurs, mais ça je vais aussi vous en parler, ensuite et j'ai jamais eu l'impression à la base que j'avais besoin de rectifier ou de me trouver plus en paix vis-à-vis de la figure maternelle. Sauf que on peut tous se tromper et ça a été mon cas. Attention, en psychologie d'ailleurs, je vais vous en faire un petit peu aujourd'hui. Vous savez que je ne suis pas psychologue même si j'ai un bagage, quand même chargé en psychologie et la psychologie fait partie de mon métier. Mais je vous en fais un peu. D'ailleurs, on est plus dans la psychothérapie. Il y a 3 psychothérapeutes qui ont, été en tout cas la base de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui sur la figure maternelle. On a Jung, J-U-N-G, Freud, toujours Freud, je pense que le freudien, c'est la base de la psychothérapie dans énormément de domaines et Winnicott, W-I-2-N-I-C-O-2-T. Ce sont les 3 psychothérapeutes, qui ont, été la base, du travail que je suis en train de terminer, de parachever et si vous êtes intéressé par leurs travaux, je vous invite à aller voir dans un premier temps Wikipédia, hein, c'est très digeste. Ensuite, vous pouvez aller sur Cairn, C-A-I-R-N, et trouver des travaux un peu plus recherchés et si vous êtes des vraies tronches, allez lire leurs bouquins directement. Et en psychothérapie, on dit, qu'on a une image, un imago, I-M-A-G-O, de la figure maternelle, donc une image qui est soit bonne ou mauvaise et à laquelle on s'identifie ou qu'on rejette. Vous vous doutez très bien, j'ai une très bonne image de ma mère
et je pense que je m'identifie plus à elle que je ne rejette quoi que ce soit. Par contre, je n'ai pas tout pris. Pourquoi? Parce que globalement, ça c'est mon prisme, c'est mon opinion, globalement, ce sont les mamans, biologiques ou pas, qui sont en charge de la transmission de l'éducation. Que ce soit le socle moral, éthique, les principes, les valeurs, souvent c'est quelque chose qu'on tient de la maman. Raison pour laquelle, oui, je vais mettre les pieds dans le plat, pour les personnes métisses, on est en capacité de savoir qui est le parent blanc ou noir, en fonction du type d'éducation qu'on a sous les yeux. On le sait, navré, mais c'est comme ça. Mais en dehors de ce socle moral, éthique, de principes et de valeurs, la maman nous transmet des trucs pas toujours très glorieux. Et ça, on va en parler de suite. On attrape énormément de choses au passage, notamment des névroses, des croyances, des schémas qu'on va répéter ou qu'on va éviter. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. En termes de névrose, c'est pour ça que j'ai voulu parler de mon père d'abord, parce qu'il y a mon propre cheminement, mais ce serait vous mentir que de dire que ma mère n'a eu aucun rôle dans la perception que j'ai eue de mon père. Alors certes, j'ai vu et vécu des choses de moi-même vis-à-vis de mon père, sans nul doute. Mais une fois leur séparation, entérinée, ma mère avait cette névrose de se dire: «Ce monsieur est dangereux pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants, par manque d'une figure paternelle, aient envie à un moment de se rapprocher de lui et que lui en profite pour leur faire du mal». C'est normal, c'est une maman, elle est dans son rôle de protection et pour le coup, elle l'a très bien fait. C'est pour ça que j'ai mis quand même autant de temps. Alors, déjà, il y avait ma propre douleur, ma propre terreur, mais c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me dire: «Mais en fait, ce type-là, c'est qui? Comment il est en réalité?» C'est parce que j'étais affectée par la névrose qui planait autour de ma mère et qu'elle nous communiquait, d'une certaine façon. Donc effectivement, ben, ça a eu un effet sur moi. Bon, c'est plus le cas, hein, vous le savez maintenant, je vous ai parlé des rapports actuels que j'ai rapports, c'est vite dit, mais en tout cas, du côté plutôt apaisé que j'ai, avec mon père maintenant et en fait, à l'origine, c'était bon, les névroses de ma mère, mais qui sont devenues les miennes pendant plusieurs années. Il y a également un socle de croyances et là, je vais vous parler des croyances en termes de spiritualité, religion et ensuite, concernant la société en général, la place dans la société. Là-dessus, je pense que j'ai fait une adoption, quasi totale du socle de croyances de ma mère. En termes de religion, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, ma mère vient d'une famille protestante, mon père d'une famille catholique. Donc mon grand frère et moi avons été baptisés dans l'église catholique. Mon grand frère, lui, il a fait catéchisme, communion, machin. Moi, c'était baptême et terminé. On avait d'autres problèmes à gérer dans la maison à l'époque et ça m'a très bien convenu comme ça. Par contre, une fois le divorce de mes parents, alors quand, mon père était encore dans le secteur, on n'allait pas vraiment à l'église, mis à part nos baptêmes, communions et tout. Par contre, quand il est parti, «parti» entre guillemets, avec, donc ma mère et mon grand frère, on allait à l'église protestante le dimanche. J'ai vraiment, bien aimé, la fille du pasteur, c'était ma copine et tout. J'avais pas de problème avec l'église protestante ou l'église en tant que telle. Sauf qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'au fil des années, bon déjà nous on a déménagé, plus loin donc, on n'avait plus l'occasion de retourner dans ce coin-là pour aller dans cette église. Quand je dis cette église, c'est une vraie église protestante. On n'est pas je dis pas évangéliste, saint des derniers jours, machin, non, non, église protestante de base. À un moment, avec les années, ma mère s'est rendue compte que dans la famille, il y avait beaucoup de personnes et quand je dis dans la famille, on parle de ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, des personnes qui dorment à l'église. Le dimanche, bon, surtout au Togo, parce que j'ai pas énormément de famille qui est, ici en France en réalité, au Togo ou au Ghana. Des gens qui se réveillent très tôt, ils vont à l'église, ils vont y rester 3 heures le dimanche. Ils vont chanter plus fort que les autres, parfois ils font partie de la chorale. Ils sont alto, contralto, ténor, ce que tu veux. Ils peuvent te réciter des psaumes, te dire que, dans Matthieu tant, verset tant et compagnie, alors qu'en réalité dans leurs actions, ce sont de sales personnes.
Et ma mère a réalisé à ce moment-là que, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de se rendre dans un temple, dans une église, pour montrer qu'elle était croyante? Si Dieu est réellement omniscient, omniprésent et omnipotent, a-t-elle vraiment besoin de se rendre dans un endroit spécifique pour montrer que, ouais, moi aussi je suis une de tes brebis? Elle s'est dit: «Mais non, pas du tout». Et donc ma mère a ce concept où elle est croyante, pratiquante d'une certaine manière et on va y venir, mais aller mettre les pieds dans une église catholique ou protestante, mis à part pour, une cérémonie spécifique, non, non, c'est pas du tout son truc. C'est ce pourquoi je remercie ma mère, parce que ça nous a aussi permis, en tout cas à moi, de m'intéresser aux traditions, et aux pratiques ancestrales dans ma famille. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être moins au Ghana, je ne sais pas d'ailleurs, mais au Togo, il y avait des pratiques ancestrales que certains vont appeler, soit l'animisme, certains vont parler de vaudou. Le vaudou est principalement béninois, mais le Bénin et le Togo faisaient partie d'un même royaume avant, hein, avant que certains ne débarquent pour dessiner des frontières qui n'existaient pas avant. Et il y avait ces pratiques ancestrales donc, dont j'ai moi-même parfois été témoin, voire la cible. Donc je peux pas dire que je n'y crois pas, que je ne sais pas si ça existe ou pas, parce qu'une fois ces pratiques ancestrales, grâce à ma grand-mère, elles m'ont sauvée. Quand je vous dis sauvée, c'est pas, ma grand-mère m'a littéralement sauvé la vie un jour, juste parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes et cetera. Certains appellent ça la galénique, en pharmacie. Ma grand-mère, c'était Panoramix, incroyable. Et moi je peux pas tourner le dos à ça, je peux pas tourner le dos à qui je suis et à tout ce que ceux venus avant moi ont pu faire et pratiquer, ce en quoi ils ont cru. J'en suis pas capable. Qui suis-je moi, petite personne, pour me faire une croix sur tout ça? Après des peut-être des siècles de connaissances et de partage. C'est pas possible pour moi. Donc notre mère nous a permis d'avoir cette connaissance-là. Alors pas, la pratique, hein, commencez pas, à venir dire que je suis une sorcière, pas du tout. Mais justement, pour ma mère, parler d'animisme ou même du vaudou en général, des divinités, vaudou, pour elle, ce n'est pas de la sorcellerie. Or, hé hé, ma mère, elle fait partie de ceux qui ont décolonisé leur esprit, hein, parce qu'elle est née en 56, je vous ai dit, le Togo a trouvé son indépendance en 60, je crois, 1960. Donc le matraquage, et des ancêtres gaulois et cetera et des livres d'école, ma mère, elle y a eu droit. Elle y a eu droit. Le «forcing» entre guillemets, c'est parce que j'essaye de vous ménager, le forcing du christianisme ou de la chrétienté sur l'Afrique de l'Ouest, enfin sur cette partie de l'Afrique de l'Ouest, ma mère, elle l'a vécu et pourtant elle a réussi à décoloniser son esprit et à dire: «Mes parents, mes grands-parents et ceux d'avant croyaient en des choses différentes et je refuse de catégoriser ça comme de la sorcellerie juste parce que des personnes venues de l'extérieur estiment que c'est de la sorcellerie». Et ça, j'ai énormément de chance d'avoir une maman comme ça. C'est inestimable et j'en suis totalement consciente. Dans ce socle de croyances, il y a également les valeurs, les principes, la morale et l'éthique. Ma mère, Mama Lova, est une mère de Scarla et Scarla elle-même. Enfin, nous sommes une ex-famille de Scarla, dans le sens où ma mère, de temps en temps, on l'appelait la mafiosa. On avait l'impression qu'elle tenait elle aurait pu tenir la Cosa Nostra. Vraiment, elle faisait très bon ménage avec mon père, du coup. Mais dans le sens où, au niveau des principes de, vous savez, les Américains qui disent, «Snitches get stitches», genre, on ne balance pas. C'est comme ça qu'on a été élevés. Les gens auxquels, on tient et cetera, qu'importe ce qui alors pas qu'importe ce qu'ils font, mais si c'est des petits méfaits, des petits délits, des petites infractions, on ne balance pas. Non. Donc vraiment dans la protection, dans le partage, dans la vie en communauté. Et l'essentiel, alors c'est quelque chose qui vient peut-être du christianisme. Dans le christianisme, on dit, que l'objectif normalement de chaque chrétien serait de ressembler à Jésus.
C'est un objectif vraiment de très, très haut niveau. Mais ça signifie qu'en réalité, on est censé être une meilleure version de soi chaque jour. On doit être meilleur que la veille, qu'il y a 3 jours, qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai hérité de ma mère, c'est que qu'importe, alors on se pointe pas du tout à l'église, donc hormis les célébrations, et l'objectif, c'est que on doit être une bonne personne dans les actions. C'est pas juste dans la parole, même si la parole est prophétesse comme, dit une de mes choupettes, effectivement, mais dans les actions et dans ce qu'on dit, dans la manière de dire les choses à certaines personnes, on doit se comporter comme une bonne personne. On doit peser ses mots. On doit avoir des actions considérées. On doit réfléchir avant d'agir et on doit agir avec le cœur. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça autrement, mais avec le cœur, avec, ce que certains appellent la charité chrétienne. Voilà, on doit faire les choses avec le cœur. Ma mère, elle est un peu extrémiste dans le sens où elle est beaucoup trop généreuse, mais effectivement, le fait est que notre objectif de vie, dans ce qu'elle nous a transmis, c'est d'être une bonne personne. Donc, on va pas aller faire du mal à quelqu'un, volontairement. Bon, s'il faut se venger, là, c'est une autre question, franchement. On a le droit à la rétaliation. Ça se dit en français, ça, d'ailleurs? En tout cas, c'est la loi du talion? Voilà, ça fait partie de notre éducation aussi, hein, un donné pour un rendu, oh vraiment, ça y a pas de problème. Mais voilà, on fait les choses avec le cœur, même si on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on fait les voilà, avec une bonne intention, en essayant d'être une meilleure version de nous-mêmes en permanence et cetera. Et ça, c'est très important. Et globalement, au niveau de la société, même, voilà, quand ça nous dépasse, pour ma mère, tout est une question, voilà, de partage, de bien vivre ensemble, de respect des uns et des autres. Donc dès qu'on sort du respect, dès qu'on arrive dans des phases de détournement de fonds et de vol, de stigmatiser des pans de la société, ma mère, elle déteste ça. Et ça, je crois que tous les 3 on l'a pris. Je dis pas qu'on est meilleur que les autres, mais tu as vu, on parle de bien vivre ensemble. Quand tu es, antisémite, islamophobe, homophobe et compagnie, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Pour ma mère, ça ne fonctionne pas. Elle a beau être une vraie Ouestaf née là-bas, pour ma mère, tu te pointes, tu tiens des propos antisémites, islamophobes, homophobes et devant elle, non, elle peut te gifler. Elle va te dire de sortir de chez elle. Donc, c'est le type de croyance qu'on a, hérité d'elle. Donc jusqu'à maintenant, les névroses, effectivement, j'ai un peu coupé. Les croyances, je pense que j'ai quasiment tout pris. Je m'y identifie totalement. Par contre, au niveau des schémas, j'ai fait de l'alternance entre répétition et évitement, notamment dans 2 domaines qui se ressemblent un peu, concernant la famille et concernant les hommes. Donc ma mère a connu le divorce, donc elle est restée avec mon père, ils ont divorcé. Ensuite, elle a été avec le père de mon petit frère pendant une vingtaine d'années. Mais ma mère n'a été heureuse dans aucune de ces 2 relations-là. Et je l'ai appris, vraiment très récemment parce que je j'ai préparé mon sujet, vous me connaissez. Donc j'ai discuté avec elle, parce qu'avec ma mère, on communique beaucoup. C'est pas ma copine, on va y venir, mais on parle de beaucoup de choses et au niveau de sa relation aux hommes, ma mère n'a pas été heureuse et là, maintenant, elle a décidé qu'elle allait faire une croix, ça y est, que c'est bon, elle est vieille, ça sert à rien. Bon, j'essaye pas de la dissuader, c'est pas mon rôle, d'accord, mais je respecte totalement. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Au tout début, quand j'avais rencontré la personne qui est devenue après mon ex-mari, je me suis dit, «J'ai rencontré quelqu'un, ça va bien se passer, je vais pas faire comme ma mère, je vais pas divorcer». Joke was on me. J'ai totalement divorcé parce que quand ça ne te convient pas, quand ça ne te convient plus, pourquoi tu vas rester? Tu vas pas, continuer ta vie avec quelqu'un juste parce que tu le tolères et juste parce que vous avez une maison ensemble. D'ailleurs, à un stade, je pense que c'était même plus de la tolérance, enfin donc j'ai appris, tu vois? J'ai mangé mon humilité quand même. Je me suis dit: «Ouais», j'avais la bouche quand même d'avoir, heu, cette ambition de dire: «OK, ma mère, elle s'est mariée, elle a divorcé, moi, tout droit».
J'étais jeune, les gars, j'étais jeune. Une fois que j'ai été célibataire, bah, justement, ma mère a débarqué, je crois elle me disait ça l'année dernière et elle me disait: «Ma fille, quand même, je trouve que tu es célibataire depuis longtemps, je m'inquiète. Madame Mamalova, je sais que tu as envie d'être à nouveau grand-mère», hein, j'ai déjà un neveu, mais ma mère, elle rêve de me voir être maman. Elle, elle est consciente de mes capacités parentales et et elle voudrait que je vive cette expérience de la parentalité, de la maternité. C'est très beau, c'est très beau de sa part. Mais je lui ai dit justement: «Je ne veux pas le faire dans n'importe quelles conditions, avec n'importe qui, à n'importe quel prix». Parce que sinon là, maintenant où je vous parle, j'aurais 3 enfants. Sans rire. Mathématiquement, là, j'aurais 3 enfants. Mais non, non, parce que j'ai pris et je l'ai expliqué à ma mère, parce que sur ça on a de la transparence, je lui ai dit: «Écoute, d'une part, je ne veux pas être avec quelqu'un juste pour, être avec quelqu'un. Je veux savoir apprécier ma solitude et être en mesure de voi de voir également ce que je dois modifier moi dans une relation, ce que j'apporte dans une relation, ce que je suis dans une relation». Parce que c'est très facile de parler de: «Oui, qu'est-ce qu'un homme apporte dans une relation? Je suis indépendante, autonome, je suis X, je suis Y». Non, moi aussi je suis un individu, moi aussi j'apporte des choses. Est-ce que ce sont les bonnes choses? Est-ce que ce sont les bonnes choses au bon niveau? La remise en question, c'est pour tout le monde. Donc je l'ai expliqué à ma mère et elle m'a regardée avec des ses yeux de merlan en me disant: «C'est vrai, tu as raison». Mais je lui ai quand même dit: «Je t'assure que je ne suis pas un repoussoir, loin de là, c'est juste que quand j'ai une relation, soit pas sérieuse ou que finalement ça mène à rien, je vais pas t'en parler, tu es pas ma copine. Je vais pas te dire: "Ouais maman, je suis partie en date à gauche, à droite"». Ça, c'est quelque chose, alors c'est quelque chose que je pense fermement. C'est pour ça que genre avec ma mère, on s'appelle, allez, 2 fois dans la semaine. Soit on a des trucs à se raconter en mode update, de au taf, de machin, de dans la vie, ou c'est voilà, elle a eu un rendez-vous médical ou j'ai pensé à un truc pour sa retraite, enfin bref. Mais c'est pas ma copine. Ça vient aussi de la psychothérapie. Vos mamans, je m'adresse surtout aux femmes là, vos mamans sont pas vos copines, hein. Et en fait, de base, je saute à nouveau 2 pieds joints dans le plat et j'éclabousse tout. De base, appeler quelqu'un tous les jours, sans arrêt, c'est de la dépendance affective. Techniquement, on n'a pas besoin, alors sauf si vous aimez jacter, c'est votre choix. Mais en principe, on n'a pas besoin d'être pendu au téléphone tous les jours avec une même personne. Je sais pas ce qui se passe dans vos vies pour avoir besoin. Personnellement, j'ai une vie quand même pas mal chargée et il n'y a personne sur cette terre que j'appelle tous les jours. Bon après, j'aime pas trop le téléphone. Mais voilà, revoyez un petit peu votre relation à la maman, parce que trop de proximité avec la maman, pour les femmes, c'est pas bon non plus. Ouais, ouais, j'ai découvert ça dans mes petites recherches, c'est pas bon non plus. J'en étais intimement convaincue déjà, mais Jung, Freud et Winnicott l'ont confirmé, donc essayez de travailler là-dessus. Donc au niveau des hommes, il y a eu ce schéma et cetera, où j'ai voulu répéter, puis éviter, puis bon, maintenant je fais à ma sauce. Mais clairement, c'est voilà, je ne vois plus du tout ma relation aux hommes en fonction de, ce que ma mère avait vécu dans sa vie et c'est un sacré pas. C'est un sacré pas comme, dans ma démarche, parce que même quand j'étais ado, je vous ai sûrement dit que je ne calculais pas les garçons, c'était notamment pour ça. Ma mère, quand elle s'est mise avec le père de mon petit frère, on a déménagé, on a vécu dans la même ville que lui, ma mère a refusé de nous imposer sa présence. C'est-à-dire qu'on vivait dans la même ville, il était dans sa maison, on était dans notre appartement, en HLM, c'était ma mère, mes 2 frères et moi, et lui, il était de son côté. Elle y passait ses week-ends, et non, non, pour, ma mère, c'était, «Je gère mes enfants de mon côté, je ne vais pas les traumatiser à nouveau».
et c'est pour ça que j'ai pas calculé les garçons jusqu'à mes études supérieures, hein. Je crois deuxième année, si, il y avait quelques mecs qui m'intéressaient de temps en temps au lycée, mais pas plus que ça. Ça, je les regardais de loin, mais tranquille, j'étais dans mon ouinc. Donc j'ai longtemps répété ce schéma avant de le briser et de me faire ma propre vision des relations avec les hommes. Ma mère ne diabolise pas les hommes, attention, du tout, et bah, moi non plus. Mais ouais, pendant longtemps, j'ai d'abord répété, en plus ensuite j'ai voulu éviter et maintenant je me suis fait ma propre idée de la relation aux hommes. Concernant la famille, j'ai été une pâle copie de ma mère, mais dans beaucoup de choses et je vais vous parler ensuite, de tout ce qui est enfance et tout et à quel point j'étais pas l'extension de ma mère, mais bon. Au niveau de la famille, ma mère, c'est la bonne patte, c'est la femme généreuse qui donne, ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas. Ma mère, je vous l'ai dit, elle a hébergé, éduqué, énormément de personnes, qui ne sont pas ses enfants et ce sont des gens qui aujourd'hui pourraient la croiser dans le métro parisien, je ne vous mens pas, hein, et ne lui diraient même pas bonjour. Des gens qui étaient à l'école, elle était leur tutrice légale, elle s'est occupée d'eux, elle a travaillé, genre 2 emplois à temps plein, de sorte à ce que je ne la voyais que très peu, quand j'étais enfant, pour pouvoir nourrir, vêtir, heu, loger tout le monde. Et aujourd'hui, ces gens-là ils sont tous plus vieux que moi, hein, pourraient croiser ma mère et ne même pas lui dire bonjour. Ça, c'est quelque chose que je trouve d'inconcevable, mais bon, comme j'ai dit, figure maternelle, tu es pas obligé de l'aimer et encore moins toute ta vie. Après, aimer et respecter, c'est 2 choses différentes, mais ça n'engage que moi. Donc elle a cette générosité dans la famille où les gens ont abusé de sa bonté. Heu, il y a aussi, en fait, c'est dans 2 aspects. J'ai sûrement dit que mes parents, sont la première génération de ma famille à être installés, en Europe ou en tout cas en France. Dans chacun de leurs fratries, ce sont les seuls à être installés ici ou les premiers. Ce qui fait qu'ils ont, eu, voilà cette, culpabilité du survivant, comme beaucoup de parents, en tout cas Westaf. Pour le reste de l'Afrique, bon, visiblement aux Comores, c'est pareil parce que on l'a vu beaucoup sur Twitter avec, le mec qui s'appelle Sagat là, et moteur V6 la V8 1,8 litre là. Ma mère s'est totalement fait spolier par sa famille qui était encore là-bas et pour les mêmes motifs qu'on connaît tous. Oui, ça va être la rentrée, il faut les frais de scolarité, il faut, les tenues, enfin les uniformes, il faut les livres. Ensuite, ouais, c'est Noël, un petit quelque chose pour faire un repas de Noël. Ouais, après c'était, l'alibi de ma grand-mère qui était malade. Souvent, c'était des maladies imaginaires. Sauf que quand ma grand-mère a vraiment été malade, qu'il fallait vraiment des soins, des sous et cetera, il y avait plus personne pour s'occuper d'elle, en fait. Le frère et la sœur de ma mère qui étaient, donc les enfants de ma grand-mère également, parce que mon grand-père, en fait, a d'autres enfants. Ils ont bouffé l'argent et les soins de leur propre mère, ils ont pas calculé. Donc sur ça, elle en est revenue de ce côté, donner, 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 sans compter, sans rien avoir en retour. Bon, OK, normalement on donne pas pour recevoir, mais tu as vu, un peu de quand même. Voilà. Donc sur ça, elle s'est fait avoir et il y a un deuxième aspect dans lequel, donc déjà, donc il y a cette générosité et ensuite, il y a l'aspect, respect des aînés. Ma mère, c'est ma mère, donc c'est mon aînée. Je la respecte, mais pas parce qu'elle est plus âgée que moi et parce que c'est ma daronne, parce que c'est quelqu'un de bien qui me respecte. Ma mère, elle, par contre, elle peut avoir tendance à respecter des gens qui ne la respectent pas uniquement parce que ce sont ses aînés, parce que, en 1975, ils ont fait un truc pour elle. Tu leur as rendu 1500 fois ce qu'ils ont fait pour toi, c'est bon, décroche maintenant, lâche les gants. Tu n'es pas redevable éternellement à ces personnes-là et tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois rien ou plus rien. Ce qu'ils ont fait pour toi, normalement, ils l'ont fait avec le cœur, on est d'accord. Pourquoi t'estimes être redevable? Parce qu'ils sont plus âgés que toi? Ben non.
regarde le type de personne que c'est, est-ce qu'eux te respectent? Non, mais tu leur dois rien, surtout pas le respect. Donc j'admets que le respect des aînés, c'est quelque chose que j'ai lâché très vite moi et je pense que mes 2 frères aussi. Il faut savoir que dans la fratrie, mon grand frère, c'est la vraie bonne patte. C'est vraiment un gentil, c'est un type adorable. Moi, je suis la fausse méchante que ma mère a utilisée comme bouclier, vraiment. Donc je monte au créneau souvent pour défendre les positions de ma mère en réalité, pour la défendre elle. Ça, c'était une erreur de ma part. Obtenir la paix dans sa vie, c'est aussi laisser à ses parents le rôle de protecteur. Même si j'ai 458 ans là, hein, je suis une adulte, plus que confirmée, le rôle de protection, il incombe à ma mère et pas à moi. C'est très important. Donc, bon, s'il y a Heja, on tous les 3, on va, évidemment la défendre, la question ne se pose pas. Mais quand c'est une de ces positions qu'elle n'arrive pas à exprimer parce que maman ne sait pas dire non, et c'est quelque chose qu'elle m'a transmis malheureusement, bon, dont je me suis défait depuis le temps. Non, je vais pas être ton bouclier. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai laissé le respect des aînés comme mes 2 frères, mon petit frère lui c'est mon grand frère c'est la tranquillité, moi je suis la force tranquille et mon petit frère c'est que la force. La force, c'est rien d'autre. Lui, il va tout droit, il rentre dans le tas, aîné, pas aîné, il s'en fout. Et donc ce truc de respect des aînés, on a laissé. Sur la générosité, j'ai par nature une générosité un petit peu, trop exacerbée à mon goût. C'est-à-dire que ça ne me gêne pas et je ne donne pas pour recevoir en retour. Par contre, quand je donne et que je ne vois qu'il n'y a pas de réciprocité, que tu ne me rends rien, mais d'une façon différente, hein, pas forcément matériellement, «Eh, tu vu, vas-y, je laisse». Je vais vous expliquer ça dans le 3e épisode qui est focalisé sur mon travail, sur ma paix entre moi et moi-même, en dehors du prisme parental, mais ça a commencé par, cette constatation au niveau de ma mère. C'est une dame qui travaille depuis des années, qui va bientôt être à la retraite, enfin très prochainement, et elle a rien pour sa retraite. Si elle nous a, nous, ses 3 enfants et nous, on va l'aider et tout, mais c'est parce qu'elle a trop donné à des gens. Elle a donné de la confiture aux cochons, elle a donné du caviar à des porcins et maintenant elle se retrouve avec pas grand-chose. Bon, faut aussi savoir que, fonction publique d'État, ça paye pas beaucoup, hein. Elle fait un métier de catégorie B depuis très longtemps, mais elle était payée en C jusqu'à il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, l'État français. Ça paye pas de ouf. Donc il y a aussi ça. Mais, il y a eu, vous connaissez les histoires des vols de terrain, des faux alibis pour dire: «On a besoin d'argent. Ouais, j'ai un projet. Ouais, je veux ouvrir une boutique et oui et j'ai besoin d'acheter des tissus pour vendre au marché», alors que tu sais pas ce que les gens font de l'argent. Ma mère s'est fait avoir comme une bleue là-dessus et j'ai pris cet exemple-là pour me dire: «Ah non, sa générosité là, il faut des limites». J'ai posé mes limites, et du coup, du fait que ma mère ait du mal à dire non, moi parfois je dis non pour le sport. Non, je vous jure, pour m'exercer, hem et pour faire la paix avec, cet aspect, de profit de la part des gens. Il y a pas d'autre mot. C'est les gens qui profitent de toi. C'est même plus de la générosité, c'est les gens qui profitent de toi. Des fois, je dis non pour le sport. Je pourrais dire oui. Des fois, il y a des trucs, ça me tente, hein. Je suis chaud. Je dis non pour le sport parce que tout ça, rompre avec, le respect, indu aux aînés, que ce soit la générosité de ouvrir ses portes, ourbi et torbi. Non. Pour briser, ça demande des efforts colossaux et ça demande de l'exercice permanent, jusqu'à ce que ça ne représente plus un effort. Et ça, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. C'est pas du rejet de ce qu'est ma mère, c'est juste que je me suis rendu compte que ça marche pas pour elle, ça va sûrement pas marcher pour moi. D'être là, tu donnes, tu as l'impression, tu vois, d'être là. Tu as 8, tu 8 intraveineuses voilà, tu es perfusé et les gens te pompent ton sang comme ça, jusqu'à ce que tu deviennes fébrile, tu es tout gris. Non!
Non, c'est hors de question. Donc, je m'exerce à dire non. Et c'est très important à dire non sans justification. C'est vraiment ma mère qui m'a inspiré ce truc-là, ainsi que ma psy. Je pense que c'est très féminin de se justifier parce qu'il y a des gens sur cette terre, dans la société, qui n'acceptent pas le non comme une réponse et encore moins quand ça vient d'une femme. Donc on s'attend à ce qu'on justifie. Mon exercice à moi, pour ma paix et grâce à ce que j'ai pu observer de ma mère, c'est juste dire: «Non, non, je peux pas. Non, je suis pas dispo». Il y a pas de: «Je ne peux pas parce que, j'aurais bien aimé mais». Non, je peux pas. Non, je suis pas dispo. Non, ça ne me dit pas. Fin. Ça déstabilise un petit peu les gens en face, hein, mais c'est hyper important. Le sentiment de paix que j'ai maintenant parce qu'avant j'avais chaud de dire non. Je me disais: «Ah, heu», je sais pas s'il y a une expression en français pour ça, mais on appelle ça en anglais les people pleasers. Tu fais passer les besoins ou les envies des autres avant les tiens. Plus jamais, plus jamais. J'ai vu ma mère le faire, plus jamais je vais me retrouver dans cette situation. Je vais vous dire dans l'épisode suivant comment j'ai opéré cette transformation et vraiment la sérénité que ça m'a apporté. Le je m'en foutisme permanent dans lequel je vis allègrement. Donc ça, ces schémas-là concernant les hommes et la famille, j'ai brisé. Et par contre, effectivement, ma mère a repris son rôle de protectrice. Moi, je lui ai dit: «Qu'importe l'âge qu'on a, qu'importe lequel d'entre nous va partir le premier, on restera tes bébés jusqu'à la fin des temps». Bon, même si des fois je lui dis: «Maman, je préfère crever avant toi, tu as vu? Parce que je veux pas vivre ce moment». Mais elle a repris ce rôle-là, dans la communication, enfin, même si voilà, on n'est pas copines, je le souligne encore. On échange sur des tas de choses. Ma mère a cette culture générale, cette intelligence, cette curiosité qui font qu'on parle de tout ce qui se passe dans le monde, on parle d'intelligence artificielle, on parle de la politique, on parle des expositions dans les musées. Elle prend des nouvelles de ma vie, je lui donne des nouvelles de ma vie. Et il y a un truc très important. Je sais pas si c'est toutes les mamans, mais quand ma mère demande d'après vous, c'est bon signe. Ma mère, il y a beau avoir des schémas ou des choses avec lesquelles je coupe, un truc auquel je crois fermement, c'est que si ma mère ne te sent pas, tu dois pas être dans ma vie, en fait. Et il y a des gens, je sais que ma mère ne les sent pas et tu as vu, j'ai compris que distance. Vraiment, je tends le bras, distance de sécurité. Si elle le ressent comme ça, je sais qu'elle a raison. Je sais pas encore pourquoi, mais l'avenir me le montre toujours. Donc quand ma mère me dit: «Ouais, R, comment est-ce qu'elle va? Ouais, A, comment est-ce qu'elle», je sais que bon, toi, tu dois rester là. Même des fois, elle me parle de C qui est loin. Je sais. Quand ma mère me demande jamais d'après toi, c'est que il y a un truc et pourtant souvent, c'est des gens que ma mère n'a jamais vus, hein. Mais non, si ma mère, ne demande pas d'après toi, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc sur ça, on communique énormément. Je vous ai dit, ma mère, tu peux pas faire l'antisémite, l'islamophobe, l'homophobe et compagnie là, le raciste. Racisme, tout ça à côté d'elle, c'est mort. Ma mère, elle a une ouverture d'esprit, qui vient des tas voilà, de son environnement, du fait qu'elle soit quelqu'un de très curieux, du fait qu'on soit au contact de personnes d'horizons totalement différents. On a vécu pendant des dizaines d'années dans un HLM, dans un bled paumé et tout, mais je suis un pur produit de la ZEP et compagnie. Je suis née dans une ZAC. Ma mère, elle, ouverture d'esprit. La question et ça, c'est hyper important parce que ça m'a permis de bon après, c'est vrai que voilà, c'est quand même quelqu'un, d'intelligent, d'instruit et tout et ça m'a permis en fait de me poser des tas de questions sur mon avenir, hein. Des questions que peut-être je me serais pas posées et ce qui a permis à ma mère de nous soutenir tous les 3 dans toutes nos décisions. Son ouverture d'esprit, c'est ce qui lui a permis de nous soutenir. C'est-à-dire
que, on se met avec quelqu'un, elle comprend pas, elle nous soutient. On se dirige dans telle voie professionnelle, elle comprend pas, elle va nous soutenir. On décide de lâcher un taf, elle va paniquer, mais elle va nous soutenir. Bon, elle panique parce qu'elle, elle est dans le public et nous 3, ses enfants, on est dans des domaines totalement différents dans le privé. Donc pour elle, elle se dit: «Ah, tu lâches un taf dans le privé, tu vas retrouver quoi?» Mais elle sait qu'on n'est pas la moitié de cons. Elle sait que ce qu'on fait, c'est pour une bonne raison. Il y a une stratégie derrière. On lui a prouvé à travers les années que si je fais ça, ça va payer et on lui a montré à chaque fois ça ne foire pas. Bon après peut-être elle prie de son côté en disant: «Bon, ce que mon enfant est en train de faire là, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que mon enfant est en train de faire, quelle est sa stratégie, mais faites que ça fonctionne» et ça a toujours fonctionné jusqu'à maintenant pour nous. Mais son soutien sans faille, il vient tout simplement du fait que pour notre mère, c'est notre bonheur qui compte avant tout. Qu'importe la forme ou avec qui, pourquoi, pour notre mère, son bonheur est lié au fait que nous 3, ses enfants, soyons heureux. Je dis «nous 3», mais ma mère, pour elle, elle a plus d'enfants parce que mes cousins, cousines, sont pour elle ses enfants aussi. Donc ça marche comme ça. Et là, par contre, effectivement, respect des aînés, là, ça, elle peut le laisser si c'est pour défendre le bonheur de ses enfants, les 3 auxquels elle a donné, naissance et les autres qu'elle a élevés. Ma mère, elle peut se battre pour nous, hein. Si quelqu'un vient manquer de respect à nos projets ou ma mère peut se battre physiquement pour nous. Ma mère ne m'a jamais frappée, mais je sais, elle a le mojo. Elle a ce truc. C'est une petite dame. Elle est frêle. Elle fait, elle fait même pas 1,60 m ma mère. Elle est menue, elle pèse même pas 60 kilos. Non, je la connais. Je sais qu'elle peut traîner les gens par terre et pour elle, c'est voilà, c'est soutien sans faille parce que mes enfants doivent être heureux. Je m'en fous comment, je m'en fous avec qui, je veux juste qu'ils soient heureux et là, ma vie, elle est réussie. Et c'est ce que je trouve de beau, c'est que souvent, la figure maternelle enfin, pour moi, c'est les parents en général, mais apparemment, c'est surtout la figure maternelle qui nous voit comme une extension d'elle-même. C'est normal. La maman, en tout cas biologique, nous a portés pendant plusieurs mois. On est lié à elle avec un cordon ombilical. Elle nous a nourris à travers ce cordon. Le cordon, il a été coupé physiologiquement par les médecins, mais ensuite, il faut le couper au sens figuré du terme et parfois, elles ont du mal à le faire. Heureusement que c'est pas le cas de ma mère. C'est pour ça que, même quand on dit en psychothérapie que la plupart des problèmes viennent de la mère, moi, je suis un petit peu en désaccord avec ça, parce que j'ai pas de problème spécifiquement vis-à-vis de la figure maternelle. Par contre, j'ai cette chance-là que ma mère ne nous voit pas comme des extensions d'elle-même, à se dire qu'on doit réaliser ce qu'elle n'a pas fait. On n'est pas ses projets Williams, projet Mbappé et projet Hamilton, du tout. Non, on est des personnes à part entière, on a pris des chemins totalement différents. Elle a sa licence, de sociaux, mon grand frère, il a un master en marketing et communication, je crois, ou un truc audiovisuel, je sais même plus. Moi, en ressources humaines, mon jeune frère, il est ingé en informatique. J'ai non, vraiment, on est dans des domaines assez différents de ce que fait ma mère. Donc, elle nous a jamais vus comme ça, elle nous a jamais dit: «Il faut absolument avoir un master». Moi, à la base, j'allais arrêter à un DUT et c'est mon directeur de formation qui m'a dit: «Non, ma belle, tu as une tête bien faite, en fait, continue». Au début, j'ai dit: «Bon, vas-y». Je continue jusqu'à la licence. On est entré dans le système LMD, licence, master, doctorat pour ceux qui ne savent pas et en fait, j'ai continué jusqu'au master et mes 2 frères, c'est pareil. Il y a pas eu de pression en mode: «Il faut absolument avoir un master, il faut» non, du tout. Elle ne nous a jamais pris comme des extensions d'elle-même pour assouvir ses rêves, ses souhaits, ses aspirations, pas du tout. Elle se disait juste: «Je veux juste que mes enfants soient plus heureux que moi». Que leur bonheur, il soit, heu, matériel, financier, que ce soit des besoins, physiologiques, elle s'en foutait. Soyez juste heureux les enfants. Par contre, il y a un élément et ça me fait rire là où elle nous voit comme l'extension d'elle-même et je pense que c'est comme beaucoup de parents ou de mamans en tout cas, quand on sort.
Surtout moi, parce que je suis la seule fille, la seule femme et dans un sens, je comprends. Quand je sors et que potentiellement je rentre tard, ma mère se dit: «Mais tu pas peur?» et cetera ou bien, le fait que j'ai mon appart, toute seule, même si je ne suis pas isolée en réalité parce que je reçois de la visite et enfin, je vis seule sur le papier, mais bon voilà. Ma mère a peur. Sur ça, on est une extension d'elle-même. Quand mon petit frère a pris son appart avec sa copine, elle s'est dit: «Ah, mais est-ce qu'il va être capable?» Parce qu'elle s'est dit: «Ça signifie, voilà, faut pouvoir gérer les trucs des impôts, les charges incompressibles et tout». Mais on est allé à bonne école. Ma mère de base, elle sait tout faire. De base, on va y revenir et donc je comprends quand même que dans la société actuelle, ma mère craigne pour moi en tant que femme, de se dire: «Ben, tu es une femme, j'aimerais pas que dans ton bâtiment, il y ait des voisins qui se disent: "Elle vit seule" entre guillemets, il suffit d'identifier les horaires, auxquels, elle sort son chien ou les jours, où elle va faire ses courses et on peut s'en prendre à elle». Elle a pas tort. Je comprends ça de la part d'une maman et je comprends ça de la part d'une femme dans la société actuelle. Donc effectivement, moi j'ai un mode de vie très aléatoire. Tu sais jamais, si je travaille ou pas, est-ce que je vais au bureau ou pas, à quelle heure je sors ou pas, à quelle heure je rentre. Les promenades de mon chien est le chien le plus extraordinaire. Elle sort quand j'ai décidé de la sortir, donc ça peut être à 8 heures du matin comme à 17 heures, à n'importe quel moment. Donc effectivement, je comprends cette crainte parce que, on est obligé de tromper l'ennemi. C'est normal. C'est normal de tromper l'adversaire et je comprends que pour elle, on est ces bébés qu'elle a lâchés comme ça dans la nature. On a beau avoir, 41, 36 et 26, enfin 27 quasiment. Non, pour elle, on est ses extensions, en tout cas physiologiquement. Par contre, en termes social et sociétal, on est des individus à part entière et elle respecte totalement ça. C'est super bien, c'est hyper appréciable. Je sais que c'est pas toujours votre cas, c'est pour ça que j'ai voulu poser ce sujet sur la table, parce que je ne peux pas me comporter comme si mon cas était une généralité. Je pense que la situation avec ma mère, le rapport que j'ai avec ma mère et qu'on a tous les 3 avec notre mère concernant, le fait qu'elle ne nous prenne pas comme, «J'ai pas fait donc vous faites, faites pour moi». Je sais que on est dans le caractère de l'exception. Donc ça, j'en suis consciente, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Maintenant, le travail que j'ai accompli jusqu'à maintenant, les rapports que j'ai eus jusqu'à maintenant avec ma mère. Souvent, c'est découpé entre enfance, adolescence et âge adulte. Dans l'enfance, il y a eu la tendre enfance où je sais que ma mère, voilà, ma mère et les bébés, machin, tout petit. Ma mère, elle a eu son rôle de mère nourricière, mais il y a eu un moment où il y a eu une sorte de fracture, où, elle s'est retrouvée toute seule à devoir gérer un foyer de donc je sais même pas combien on était dans la maison. Il y avait, ses 2 enfants, donc mon grand frère et moi. Il y avait des cousins-cousines, donc tu en avais qui étaient petits comme nous, mais tu avais des plus grands. Tu en avais qui étaient au lycée, certains qui faisaient service militaire, il y en avait qu'il fallait aller chercher en GAV et tout et ma mère, elle criait plus qu'autre chose, en fait et effectivement, c'est la partie de ma vie où j'ai voilà, où j'ai des souvenirs vers mes 6, 7, 8 ans. Pour moi, à l'époque, ma mère, elle faisait que crier. C'était que crier, mais parce qu'il fallait qu'elle mette de l'ordre dans une maison dans laquelle elle n'était pas présente en permanence, vu elle enchaînait 2 tafs. Donc dans l'enfance, même si moi j'étais, je me souviens que j'étais toujours sous les jupons de ma mère et il y a des gens, qui ne supportaient pas ça, mais c'est parce que, je sais il y avait un truc où je me disais: «J'ai besoin de la présence de ma mère» et je pense que j'avais pas tort et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je sais que, dans la maternité, il y a des gens qui culpabilisent les mamans de dire: «Eh, tu as tout le temps ton enfant dans les bras, tu dès qu'il pleure et cetera». Je suis navrée, hein. Le truc de laisser pleurer un enfant, un bébé, un nourrisson, le nourrisson, c'est tout ce qu'il a pour communiquer. Peut-être que c'est une étiquette qui le gratte, peut-être que c'est la matière de ses vêtements, peut-être qu'il a mal au ventre, peut-être qu'il a peur. Allez chercher votre enfant, pardon. Père ou mère, hein, allez chercher l'enfant. Faites-lui le bon, moi, j'ai un truc secret avec les je prends l'enfant et puis je le mets contre mon cœur et puis je lui tapote les fesses, là, ça marche toujours. Je sais pas si vous, ça fonctionne. Moi, j'ai le truc depuis des dizaines d'années. Mais voilà.
Le côté tendre enfance, je me souviens plus trop. Après, j'ai eu la période où j'avais l'impression qu'elle faisait que crier et à l'adolescence, nous 3 ça a été l'autoroute. On a été des ados très, très cool avec notre mère parce qu'on était conscients et parce qu'elle verbalisait les difficultés qu'elle avait. Que, le mois, il devenait difficile à partir du 15, on était au courant. Donc tu as vu, on n'allait pas venir lui rajouter une couche, à aller faire des bêtises dehors comme ça, à dire que oui, moi je vais aller prendre le RER pour aller traîner à Châtelet à 15 ans. Bon, même si à 15 ans j'étais ou, à 15 ans, j'étais en première. Non, on n'a pas fait ce genre de dinguerie. Nous, on a gardé le cap et on s'est dit: «La dame, c'est déjà trop compliqué pour elle, on va pas lui ajouter un niveau de difficulté suprême, en fait. C'est bon, c'est déjà compliqué pour elle». À l'adolescence, par contre, il y a eu quand même une fois ou 2, je vais pas vous mentir, où, je lui ai répondu. J'ai eu chaud. Je pense que c'est un truc qui arrive, dans la vie de beaucoup de personnes. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé à me dire: «Ouais, je commence à être grande». J'ai répondu à ma daronne: «Hein, la façon dont j'ai transpiré de l'intérieur, je sais que c'est pas possible, mais c'est comme ça que je me suis sentie». Le fait d'avoir répondu à ma mère, j'avais l'impression de me liquéfier de l'intérieur. Je faisais une hyperhidrose en moi-même. C'était immonde. J'ai plus jamais refait. Donc adolescence plutôt calme. Je vous ai dit, je calculais pas les garçons. Moi, c'était scolarité. J'étais une élève, brillante mais moyenne, dans le sens où je ménageais mes efforts. J'avais pas envie de me donner à 100, je donnais 20, ça me donnait 13 de moyenne, ça me suffisait largement. Moi, c'était scolarité, danse et maison. La danse parce que, j'ai toujours, voilà, je crois que je danse depuis que que je tiens debout. Moi, c'était scolarité, danse, maison. Même je vous dis la vérité, quand j'étais adolescente, l'été, quand les journées étaient très longues et tout et que c'était les vacances, avec mes copines, pourtant on était dans un petit bled paumé, hein, mais bon, tu connais, ma mère a été traumatisée par les histoires de Caroline Dickinson et Estelle Mouzin et compagnie. Donc avec les copines, quand on restait dehors, on se posait sur un banc, on profitait des beaux jours et tout, il y avait toujours au moins une maman avec nous, hein. Jamais la mienne parce que ma mère elle aime pas les gens, un peu comme moi, mais il y avait toujours une des mamans qui ou des fois elles étaient deux trois, hein. Nous, on marchait comme ça, on était, genre 10 mètres, 10-15 mètres devant les mamans, mais elles marchaient loin derrière nous et pour ma daronne, c'était comme ça. «Ouais, tu peux avoir une vie sociale, tu peux OK. Tu veux aller dormir chez telle copine? Je veux connaître ses parents d'abord» et en général, je n'avais le droit alors il y avait surtout une copine chez laquelle j'avais le droit de dormir, c'était ma voisine de la diagonale, hem et c'était également une maman seule qui avait, le même type de famille que nous. Bon, après moi j'ai eu mon petit frère, hein, mais le grand frère avait l'âge de mon grand frère, la fille avait mon âge et ensuite il y avait mon petit frère. Elles se sont connues, elles se sont énormément appréciées et elles s'apprécient même toujours, même si, maintenant c'est des gens qui habitent, quelque part, dans le centre, enfin vers la montagne là-bas là. Ma mère: «Tu veux aller dormir chez une copine? OK, je peux ouvrir mon esprit». Pour moi, je c'est un truc, elle a jamais trop kiffé, ma mère, l'histoire de dormir chez les gens. OK, leur balcon est en diagonale d'une autre, ça je peux accepter. Je vais d'abord connaître la maman de ta copine, comment ça fonctionne chez elle, qu'elle me connaisse aussi avant d'accepter que tu ailles chez eux. Je veux m'assurer que tu respectes les règles de chez eux et là, tu peux y aller. C'était la seule copine chez qui j'avais le droit de dormir. Il y en avait une autre, une copine antillaise, chez qui j'avais le droit de dormir, mais uniquement en présence de ma copine, de ma diagonale, hein. Bon, elle avait des raisons aussi que je n'exprimerai pas, mais c'était une famille où les 2 parents étaient présents. Ma mère, à partir du moment où il y a un homme qui vit dans la maison, non, ma fille n'a rien à faire là-bas et du coup, c'est, quand, je n'allais jamais dormir dans cette maison, chez cette copine antillaise. J'y allais pas, s'il y avait pas ma copine de la diagonale. Le balcon, nous, on était premier étage, eux, ils étaient 2e étage du bâtiment d'à côté, mais vraiment diagonale directe. S'il y avait pas elle avec moi, j'y allais pas. Ça, c'était la base à l'adolescence et j'ai compris cette règle très, très tôt.
Il y a aucun moment où je lui dis: «Ouais, non, mais maman, mais tu abuses». Déjà, je parle pas comme ça à ma mère et elle avait totalement raison. Bon, elle avait aussi ses principes de: «Ouais, on prête pas ses affaires. Si quelqu'un veut te prêter ses affaires, mais parce que quoi? Parce qu'on n'a pas d'argent? Et alors? Je vais te l'acheter dans 8 mois peut-être et on va aller à Clignancourt». C'est ça que j'ai adoré avec ma mère, c'est que, j'ai récemment vu un truc, de TikTok, là où il y avait des gens qui avaient cette nostalgie des produits Yves Rocher. Moi, j'étais consciente que je vivais dans une famille, pauvre, hein, modeste. J'étais consciente, parce qu'il y avait des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire. Par contre, en ayant pris beaucoup de recul, merci maman, parce que finalement ça se voyait pas tant que ça. Elle a été géniale là-dessus. Ouais, mais ma première paire de Air Max One, elles sortent de Clignancourt et moi je vous le dis fièrement aujourd'hui. On était des fervents, visiteurs du marché de Sarcelles. On prenait le RER D, on montait jusqu'à la gare comme ça et on allait au marché de Sarcelles. Bon après parce que ma mère a été elle-même exposante au marché de Sarcelles quand j'étais enfant. Oui, elle avait un stand avec mon père, mais et moi je le vivais très bien et franchement, je mentais même pas, en revenant au collège, hein. Je disais pas, «Ouais, on est allé à Foot Locker, courir». Bon, JD ça existait pas encore à l'époque. Non, non, je disais pas que j'étais partie chez Nike ou chez Adidas, hein. Je disais fièrement: «Ouais, j'étais au Puce de Saint-Ouen». Et des fois, je leur disais: «Tu vois le petit renfoncement?» J'ai indiqué spécifiquement aux gens: «Tu aimes bien la paire? C'est sûrement une fausse, je m'en fous. Moi, je vais t'indiquer quand tu arrives, tu as les gars des ceintures, tu avances un peu, tu as un renfoncement à droite. Ouais, va là-bas, pas le premier, le troisième». Je leur expliquais clairement d'où venait mon jogging, d'où venait mon jean mon jean taille basse, mon baggy, d'où je disais tout et je disais fièrement: «Ouais, c'est marché de Sarcelles, ouais, ça vient de Clignancourt». Parce que ma mère nous a toujours inculqué le fait de: «Garde la tête droite, garde la tête haute, tu as pas tout comme les autres, mais tu as vu, ça va le faire quand même». Et je m'en foutais d'avoir du faux ou quoi que ce soit, de la contrefaçon, de la contrebande, du tombé du camion, je m'en foutais totalement, je le vivais très bien. Par contre, quand j'ai vu cette trend des nostalgiques, des trucs des années 90-2000, notamment, les produits Yves Rocher, j'ai dit: «Merci maman». Parce que, le petit parfum pomme d'api, pomme de pin, je sais pas comment c'est, là, une petite bouteille ronde, je l'ai eu. Les petites boules de bain, en forme d'étoile, les petites bouboules rondes de chez Yves Rocher, je les ai eues et le parfum vanille bourbon qui était orange, je l'ai eu et peut-être myrtille, là, ou mûre sauvage aussi, j'ai eu et pourtant, elle était toute seule avec son salaire de catégorie C là, de de la fonction publique d'État là où ils font des augmentations de centimes, ils respectent même pas les gens. J'ai eu tous ces trucs-là. J'ai ces refs. C'était compliqué à la maison. Je ne sais pas par quel miracle, mais ma mère, elle se débrouillait et elle faisait tout pour qu'on ne ressente pas de manque. Alors certes, on faisait pas nos courses chez Picard ou chez Carrefour. On était obligé d'aller dans du low cost, mais on mangeait à notre faim. Ça, c'était sûr. S'il fallait qu'elle aille chercher les bons plans de est-ce que c'est au marché qu'il faut aller acheter les fruits et légumes, le poisson, elle allait y aller. Il y a pas de problème. On n'a pas manqué de bouffe. Après, c'était plus sur les vêtements et cetera, mais on a temporisé. Mon grand frère, quand il était full dans son ERA, basketball, Allen Iverson, c'était son dieu vivant. Ma mère s'est démerdée, elle lui a acheté un maillot de Allen Iverson. Il avait la bourse, elle a complété, machin, il a eu son maillot et en fait, on n'a pas vécu dans le dénuement le plus complet. On n'avait pas tout, tout de suite, ça prenait plus de temps, ça demandait de la patience, mais elle nous l'expliquait. Donc on était patients et on appréciait chaque chose qu'on obtenait et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'âge adulte où, j'ai une vraie complicité avec ma mère, complicité mais tranquille, tu as vu? Distance, je le répète souvent parce que c'est important, ma mère, c'est pas ma copine. Elle ne connaît pas ma vie quand je dis: «Elle connaît pas ma vie intime», quand je partage ma vie avec quelqu'un, soit elle me pose la question instinctivement ou je le lui dis de moi-même: «Il s'appelle comme ça, il a tel âge, il travaille dans tel domaine, il habite à tel endroit». Elle, souvent, elle demande: «Tu es sûre il a pas une femme et des enfants?» parce qu'elle sait que dehors c'est chaud. Cette dame est à jour, elle connaît le dehors de 2025. Donc elle va me poser la question: «Tu es déjà allé? OK.
«Tu sûr, il y a pas femme et enfant?» «OK, c'est bon». Ça, on va en parler. Par contre, ouais, j'ai eu un date, c'était trop bien, je me suis habillée comme ça, ouais, on est allé à tel endroit, c'était trop bien, l'énergie entre nous. Ça va pas ou quoi? L'énergie entre nous, elle va rien savoir de tout ça. C'est hors de question. Déjà, c'est même des trucs que je ne raconte pas à certaines de mes copines, alors c'est vraiment pas à ma mère que je vais le dire. Distance. Par contre, maintenant, je suis dans cette phase où, cette complicité nous permet d'avoir des vraies conversations de femmes, clairement. Je sais que là, elle se retrouve, face au syndrome du nid vide, parce que mon petit frère est parti de la maison il y a 1 an maintenant. Même si voilà, on lui rend visite, elle habite pas loin. Donc on va chez elle, elle vient à la maison, on fait des trucs ensemble. Moi, je suis la reine des magasins bon plan, donc des fois je lui dis: «Maman, il y a un magasin à côté de chez moi, viens samedi, je t'y emmène». On fait tout pour qu'elle ne sente pas la solitude parce que là, elle va arriver à la période de la retraite et ça, c'est une préparation spécifique qu'on doit faire avec nos parents pour plusieurs raisons. Déjà, ma mère, elle a débarqué en France, terminé ses études, avoir sa licence, chercher un travail, gérer les trucs des impôts, de la sécurité sociale, je pense que ma mère a déjà été au chômage une fois ou 2 au total dans sa vie. Donc elle connaît tous ces trucs, elle connaît tous ces organismes. Elle sait comment et puis à l'époque, c'était pas digitalisé, donc remplir à la main, stylo noir sur, les formulaires, elle connaît par cœur. Bizarrement, là, elle est devenue amnésique. Attention. Je respecte toutes les personnes, voilà, qui ont des situations de démence, j'en connais. Il y en a dans ma famille, il y en a eu, donc je rigole pas avec ça, mais non, elle sait très bien faire. Ma mère, des fois, elle redevient un bébé, hein. «Ouais, mais comment est-ce qu'on fait ça? Mais madame, tu as su faire ces trucs-là avant nous». «Ouais, mais maintenant c'est sur support informatique». «Madame, tu travailles toi-même avec un ordinateur. Tous les jours, tu fais des dossiers, tu machin, tu connais». Tu fais des appels d'offres, tu réponds à des appels d'offres, des je ne sais pas quoi là, tu lances des app tu connais. Donc non, tu vas faire comme nous. En fait, elle est comme beaucoup de parents tout court ou en tout cas beaucoup de parents Westaf. «Ouais, mais vous, vous êtes plus jeunes, vous avez grandi, enfin, internet est arrivé, dans votre tendre jeunesse, vous savez mieux». On sait pas mieux, on cherche et souvent je lui dis: «Maman, je vais t'apprendre à pêcher, je ne vais pas te donner du poisson». Donc, je peux passer énormément de temps avec ma mère, je vous assure, en visio sur WhatsApp. J'ouvre mon ordinateur pour lui montrer. Tu vas sur Google, tu cherches quoi? C'est quoi ta question? Tape dans Google. Tu vas avoir plusieurs réponses, regarde dans les 5 premières, calcule pas les sponsorisés et tu vas trouver ta réponse. Je lui ai dit: «Je ne sais pas plus que toi, je ne sais pas mieux que toi. Je sais juste où chercher la réponse à ma question et ça, c'est important que tu le saches». Ça, elle ne le comprend pas encore. Enfin, elle fait comme si elle le comprenait pas. Mais en fait, ma mère a 68 ans donc et on est déjà en train de l'accompagner sur, potentiellement un jour sa perte d'autonomie. On espère vraiment que ce sera dans un jour très, très lointain et qu'elle soit en bonne santé le plus longtemps possible auprès de nous. Mais on sait qu'un jour, si elle perd son autonomie, elle va tenir à, faire des choses par elle-même et c'est ces choses-là qu'elle sera en capacité de faire. Donc on le fait maintenant et elle se dit: «Oh là là, ils veulent pas faire pour moi». On ne veut pas faire pour toi parce qu'on a quand même des vies bien chargées à gérer, mais c'est aussi pour préparer ton autonomie, le maintien de ton autonomie dans les, j'espère, 10, 20, 30 ans qui vont venir. Même 30 ans est chic même, mais bon. Et elle s'en rend pas compte parce qu'elle veut pas reconnaître que le temps passe, que les années passent et qu'à un moment elle va perdre son autonomie parce qu'elle est en forme, elle est en bonne santé et tout. Mais des fois je lui rappelle. Je lui dis: «Maman, tu oublies parfois que tu es malentendante. Peut-être que ça va encore se dégrader. Les choses que tu es capable de faire avec la parole et avec ta vue, capitalise dessus et on est là pour t'aider à ce sujet-là, donc c'est pour ça qu'on l'aide avec les Google et tout. On n'en est pas au stade de l'aider avec l'intelligence artificielle parce que déjà nous-mêmes on l'utilise avec parcimonie. Moi je me méfie de ces trucs-là et j'ai de bonnes raisons de le faire. Mais, mais elle est curieuse de ce qui se passe en termes de technologie et ce qui peut lui permettre de maintenir son autonomie. Son smartphone, ma mère, elle sait l'utiliser, hein.
appel visio, audio sur WhatsApp, heu, elle sait faire des tas de trucs. Elle n'utilise pas son smartphone à 100 des capacités, mais elle sait faire. Elle sait faire un transfert d'un téléphone, d'un Android vers un autre, hein. Bon, sur Samsung, c'est Smart Switch ou je ne sais plus quoi là. Elle sait le faire. Elle a 68 piges, mais ça, elle sait faire parce qu'on le lui a montré une fois. En réalité, nos parents sont capables, mais entre le syndrome du nid vide et de se dire, «Vas-y, j'ai la flemme, mes enfants savent mieux que moi», n'oubliez pas, accompagnez vos parents pour qu'ils maintiennent leur autonomie. Pour vous, mais surtout pour eux-mêmes. C'est important en termes de fierté. Et en fait, ma mère, elle le fait elle-même, mais des fois, elle se rend pas compte. C'est, quand, il y a des voyages. Soit on se fait des week-ends, la fratrie avec nos plus 1 machin, et elle, on se dit: «Ouais, on va en Bretagne, on va en Normandie, on va je sais pas où», ou bien quand on voyage loin en famille, on va prendre en charge le billet d'avion et ou son logement, des trucs comme ça. Mais des fois, surtout quand ça reste en France, elle va dire: «Non, non, non, l'essence, c'est moi. Non, 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 le péage, c'est moi. Eh, 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 tel resto, c'est moi qui le paye». Et ça, on la laisse faire. Au début, on comprenait pas, mais on a vite intégré le fait que ça fait partie aussi, d'une part, de son autonomie, de dire, «C'est bon, je ne suis pas non plus à votre charge», et ensuite, le fait qu'elle continue de marquer le fait que: «Je suis votre maman, vous êtes mes enfants, j'apprécie le fait que vous veuillez me faire plaisir, mais moi aussi je vais vous faire plaisir. Même si vous êtes grand, je veux continuer de vous faire plaisir. Je veux continuer de vous acheter des trucs qui vous plaisent. Je veux continuer de vous payer un resto ou vous acheter une paire ou quoi que ce soit parce que vous êtes mes enfants, et même si on est des anciens, on lui maintient ce truc-là. On lui maintient ce plaisir. On ne se substitue pas, parce qu'on peut se permettre de lui payer X ou Y. Non, c'est une question d'autonomie. Elle veut la maintenir, c'est pour, sa fierté aussi. En tant qu'individu, c'est sa fierté, et ça, on le lui maintient. Donc ce tout ce trajet, tout ce chemin, il m'a permis, d'être plus à l'écoute de ma mère, et elle d'être plus à l'écoute de moi également, et c'est pour ça qu'on a cette complicité. C'est pour ça qu'on arrive à communiquer, et c'est pour ça aussi que même à ma mère, j'arrive à dire non maintenant. Je savais pas le faire avant. Même à elle, je sais dire non. Elle m'a tendu un guet-apens de Westaf dernièrement. «Ouais, tu es là le 12 avril?» Je savais très bien pourquoi elle me posait la question, parce que mon petit frère avait vendu la mèche. J'ai dit: «P Tu vas commencer par me dire pourquoi tu as besoin de moi et ensuite je vais te dire». Elle m'a dit: «Ah! Oui, oui madame, exprime-toi. Ouais, parce qu'il y a telle personne qui veut que j'aille chez lui et puis j'ai dit que tu allais m'y accompagner». J'ai dit: «Pardon? Je t'accompagne nulle part». Je lui ai dit: «D'ailleurs, je savais très bien que c'était pour aller là-bas. J'attendais que tu m'expliques et non, j'irai pas avec toi. Je ne suis ni ton alibi, ni ton bouclier. Si tu ne peux pas y aller, tu dis que tu peux pas. Si tu ne veux pas y aller, débrouille-toi, mais tu vas pas me traîner là-bas. Non, ça se passe pas comme ça». Et je vous jure que, alors, ce qui est cool avec ma mère, c'est que j'ai pas besoin de la choquer. Je dis qu'on doit choquer nos parents. Elle, c'est pas du choc parce que on peut communiquer avec elle. Avant, j'aurais eu peur, je me serais dit: «Oh là là, comment je vais lui dire non et tout». Maintenant, je dis clairement: «Non, c'est pas comme ça que ça se passe, madame Mamalova. On ne prend pas en otage ses enfants. On ne nous engage pas avant même qu'on sache dans: "Ouais, t'inquiète, il y a mon enfant là qui va me"» Ça va pas ou quoi? Non. Et maintenant même elle en rigole. Quand on lui dit: «Non», elle dit: «Ah j'avoue, je savais mais j'ai tenté quand même». Et c'est pour ça que c'est hyper cool et c'est hyper, paisible en tout cas. C'est pour ça que le travail a été beaucoup moins colossal que ce que j'ai dû faire avec mon père, parce qu'elle sait entendre raison. Elle sait raison garder. C'est pas une dame qui exagère, et quand elle exagère et qu'on le lui dit, elle dit: «J'avoue, tu as raison». Simple, c'est tout droit, et j'espère vraiment que vous pourrez être en capacité de, voilà, d'obtenir ça aussi. On sacralise souvent les mamans, comme Oxmo le dit: «Sur la tête de qui les frères jurent tous qu'ils ont raison». On jure même sur la tête de la maman.
On l'a elle a un statut sacro-saint dans la vie de certains, mais je vous assure, nos mamans ne sont également que des êtres humains, avec qualités et défauts. Donc tout n'est pas parfait. Moi, je pensais que j'avais pas de sujet à traiter et à régler avec ma mère. C'est faux, hein, je vous l'ai dit aujourd'hui, entre les névroses, les croyances, certains schémas, de rééquilibrer notre relation. Mais c'est quelque chose que j'ai fait de façon, très simple. Ça a été très facile pour moi, honnêtement. Mais je sais que mon cas n'est pas une généralité. C'est pour ça que j'ai appuyé sur certains points qui parfois ne m'ont pas concernée directement ou pas énormément ou pas longtemps. Mais c'est parce que vous, dans votre cas, peut-être que c'est un peu plus exacerbé et que je vous invite à vous interroger sur ces aspects-là de votre relation à la figure maternelle pour que vous puissiez, vous débarrasser d'une certaine culpabilité dans votre relation à votre maman. Maintenant que j'ai terminé avec ce sujet, j'espère que ça vous a appris quelques petites choses et ça va nous permettre de passer au dernier épisode du triptyque, mais également au dernier épisode tout court du podcast. Et oui, ça va être la fin. Pour le dernier épisode, je vais vous parler de moi et moi-même, moi et mon reflet dans le miroir, et ce que j'ai dû, rectifier, comment je l'ai fait dans ma relation à moi et en fait aux autres, en dehors du spectre, familial, pour, apprécier mon reflet dans le miroir au sens propre comme au sens figuré et pour, choisir la paix. Pour choisir la paix, mais surtout pour me choisir moi. C'est pour ça que j'ai choisi la chanson de Kendrick Lamar, Mirrors, dans laquelle il dit clairement: «Je me choisis moi». Donc c'est ce qu'on va aborder la prochaine fois et je vous parlerai également de ce que je vais faire après la fin du podcast, parce que le podcast s'arrête, mais quelque chose d'autre va prendre vie. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour votre attention, vos commentaires, vos retours et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.